Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sombre Chronique, où nous plongeons dans l'horreur des faits divers réels. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le centre de la France, sur les traces d'un homme dont les actes ont glacé le sang d'une région entière. Une affaire qui dépasse l'entendement, celle de Thierry Théron, surnommé le cannibale des Alpes. Un nom qui restera gravé dans les annales judiciaires pour ses crimes macabres et son goût morbide pour la chair humaine. Accrochez-vous bien, car cette histoire va vous plonger dans les profondeurs de la folie humaine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Votre soutien nous aide énormément à continuer à produire ces podcasts et à vous offrir des histoires toujours plus captivantes. Le 15 mars 2015, Jacques Lefort, un homme d'affaires influent dans le secteur immobilier, disparaît sans laisser de traces. À Saint-Jean-de-Maurienne, petite ville tranquille des Alpes françaises, c'est un choc. À 58 ans, Jacques avait bâti sa réputation d'homme fiable et respecté. Ses partenaires d'affaires le décrivaient comme un homme prudent, qui ne prenait jamais de risques inutiles, ce qui rendait sa disparition d'autant plus mystérieuse. Le soir de sa disparition, il devait assister à une réunion d'affaires importante dans un restaurant local. Ses collègues l'ont vu, en pleine discussion animée avec plusieurs partenaires, mais après avoir quitté le restaurant, il s'était littéralement volatilisé. La femme de Jacques, Isabelle, alerte immédiatement les autorités lorsque son mari ne rentre pas. Les enquêteurs commencent par inspecter les lieux qu'il avait l'habitude de fréquenter. Très vite, ils se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond. Son téléphone portable a cessé d'émettre, aucune transaction bancaire n'a été enregistrée et personne ne semble l'avoir vu quitter le centre-ville. Malgré des recherches intensives et des fouilles de la région, la disparition de Jacques reste un mystère complet. Jacques Lefort n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il menait également une vie personnelle assez isolée, ce qui compliquait l'enquête. Il avait un cercle d'amis limité et passait la majorité de son temps à travailler. Derrière cette façade d'homme respecté, certains de ses proches racontent qu'il entretenait une relation tendue avec sa famille, notamment avec son fils aîné, avec qui il avait coupé les ponts depuis plusieurs années. Ce détail attire l'attention des enquêteurs qui envisagent l'hypothèse d'un conflit familial ou d'une vengeance. Cependant, cette piste ne mène à rien de concret, et les soupçons se tournent rapidement vers des partenaires d'affaires peu scrupuleux. La ville commence à se demander si Jacques n'aurait pas fait une mauvaise rencontre, si une transaction immobilière risquée n'aurait pas tourné au drame. L'homme avait acquis plusieurs biens dans la région ces dernières années, et des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait eu des différends avec certains promoteurs. Pourtant, aucune de ces pistes ne débouche sur un suspect concret, et l'enquête piétine. Un mois après la disparition de Jacques Lefort, une nouvelle disparition secoue la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Hélène Moreau, une graphiste de 33 ans venue à la ville pour un séminaire professionnel, disparaît à son tour. Son histoire ressemble étrangement à celle de Jacques. Originaire de Lyon, Hélène était une jeune femme talentueuse, pleine de promesses dans sa carrière. Elle était venue en Savoie pour présenter un projet devant des investisseurs. La dernière fois qu'elle a été vue, elle sortait de son hôtel après une longue journée de conférence. Comme pour Jacques, les indices sont rares. Son téléphone cesse soudainement de fonctionner et les caméras de surveillance montrent seulement sa silhouette quittant l'hôtel avant qu'elle ne disparaisse dans la nuit noire. Rapidement, l'inquiétude grandit chez ses proches et ses collègues. La presse locale commence à évoquer la possibilité d'un tueur en série rôdant dans les Alpes. Les enquêteurs, qui ne peuvent ignorer ces similitudes, envisagent cette piste terrifiante. La police intensifie ses recherches
avec l'aide de criminologues spécialisés dans les affaires de disparition. L'idée d'un tueur en série commence à se faire une place dans l'esprit des enquêteurs. Des recherches minutieuses sont menées dans les montagnes, autour des hôtels et des restaurants où les 2 victimes avaient été vues pour la dernière fois. Des battues sont organisées et des drones sont même utilisés pour fouiller des zones inaccessibles. Cependant, l'enquête reste dans l'impasse pendant plusieurs mois. Les proches de Jacques et d'Hélène sont désespérés. Les 2 familles vivent dans une angoisse insupportable, espérant un miracle ou, au moins, des réponses. Mais rien ne vient. Puis, un jour de juillet 2015, tout bascule. Le nom de Thierry Théron refait soudainement surface dans l'enquête. Ancien boucher, Théron vivait seul dans une ferme reculée à l'extérieur de Saint-Jean-de-Maurienne. Il avait déjà eu quelques démêlés avec la justice, notamment pour des violences et des troubles de voisinage. Théron avait la réputation d'être un homme instable, vivant presque en ermite, coupé du monde, avec des comportements erratiques. Plusieurs témoignages anonymes remontent aux enquêteurs. Certains disent l'avoir vu près des lieux où Hélène et Jacques avaient été aperçus pour la dernière fois. D'autres racontent qu'il avait, de manière inquiétante, exprimé son goût pour des fantasmes morbides. Lorsqu'un mandat de perquisition est délivré pour fouiller la propriété de Théron, les enquêteurs ne s'attendent pas à ce qu'ils vont découvrir. À l'intérieur de sa ferme, ils trouvent plusieurs pièces soigneusement verrouillées. La plus effrayante est une sorte de chambre froide, où sont stockés des restes humains. Les enquêteurs identifient rapidement que ces parties de corps appartiennent à Jacques Lefort et Hélène Moreau. L'horreur de la situation ne fait que grandir à mesure que les experts en médecine légale découvrent l'ampleur des mutilations. L'homme qu'ils recherchent n'est pas un simple tueur, c'est un cannibale. Sous la pression des preuves accablantes, Thierry Théron finit par avouer ses crimes dans des détails qui donnent la chair de poule. L'ancien boucher raconte ses obsessions morbides pour la chair humaine, qu'il qualifie de supérieure à celle des animaux. Selon ses dires, il se voyait comme un prédateur dans une société qu'il considérait comme dénaturée et faible. Ses victimes n'étaient choisies pour ce qu'elles représentaient à ses yeux. Jacques, un homme puissant, symbolisait la réussite et la domination sociale, tandis qu'Hélène incarnait la pureté et la beauté. Théron avoue avoir attiré Jacques à l'extérieur du restaurant sous prétexte de discuter d'une affaire immobilière. Il l'avait ensuite assommé avant de l'emmener dans sa ferme. Pour Hélène, il l'avait observée de loin pendant plusieurs jours, avant de l'aborder alors qu'elle rentrait seule de son séminaire. Ses méthodes étaient soigneusement planifiées. Il les tuait après les avoir gardés captifs pendant plusieurs jours, les torturant mentalement et physiquement avant de passer à l'acte final. Les détails des meurtres, dévoilés durant l'enquête, glacent le sang. Jacques Lefort avait été retenu dans la cave de Théron pendant 3 jours. Selon le témoignage de Théron, il voulait voir jusqu'où un homme de pouvoir pouvait plier. Il le privait de nourriture et d'eau avant de l'achever brutalement. Le sort réservé à Hélène Moreau est tout aussi terrifiant. Elle fut torturée psychologiquement, son bourreau jouant avec elle comme un chat avec une souris avant de l'assassiner. Les experts médicaux ont confirmé que Théron avait découpé les corps avec une précision chirurgicale, comme il le faisait lorsqu'il travaillait dans une boucherie. Mais l'élément le plus dérangeant reste ses actes de cannibalisme. Théron avoue qu'il consommait certaines parties des corps de ses victimes, se considérant comme un gourmet. Selon lui, cette consommation le rendait supérieur à ses victimes. Son plaisir résidait dans le contrôle total qu'il exerçait sur eux, dans cette fusion morbide entre la vie et la mort. En septembre 2016, le procès de Thierry Théron s'ouvre devant une salle comble. Les familles des victimes sont présentes
cherchant des réponses et une forme de justice pour leurs proches. La presse surnomme rapidement le procès de Théron l'affaire du cannibale des Alpes, attirant une attention nationale, voire internationale. La salle d'audience est remplie de journalistes, de curieux et de proches des victimes, tous pendus aux lèvres des avocats et des témoins. Les détails glaçants des crimes sont exposés au grand jour, plongeant l'audience dans l'horreur la plus totale. Les témoignages des experts psychiatriques viennent ajouter une dimension supplémentaire à l'atrocité de l'affaire. Thierry Théron est décrit comme un homme souffrant de troubles mentaux profonds, mais en pleine conscience de ses actes. Les psychiatres le diagnostiquent schizophrène paranoïde avec des tendances narcissiques et une obsession morbide pour la domination et la violence. Mais malgré cette évaluation, les experts concluent que Théron est juridiquement responsable de ces crimes. Ce n'est pas la folie qui l'a poussé à tuer, mais une volonté perverse d'exercer un contrôle absolu sur ses victimes. Théron, quant à lui, reste impassible tout au long du procès. Il écoute les témoignages sans sourciller, comme s'il était détaché de la réalité de ses propres actions. Il ne montre ni remords, ni émotion, renforçant l'image d'un prédateur froid et calculateur. À plusieurs reprises, il tente même de justifier ses actes, parlant de ses victimes comme de proies et affirmant que leur vie lui appartenait dès qu'il avait décidé de les prendre. Ces déclarations choquent, provoquent un tollé dans la salle d'audience, les familles des victimes étant submergées de douleur et de colère. Après plusieurs semaines d'audience, le verdict tombe finalement. Thierry Théron est reconnu coupable de l'enlèvement, la séquestration, le meurtre et la mutilation de Jacques Lefort et Hélène Moreau, ainsi que de plusieurs autres crimes connexes. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté incompressible de 30 ans. Le juge décrit ces actes comme l'une des manifestations les plus extrêmes de barbarie jamais vues dans ce tribunal. Les familles des victimes accueillent ce verdict avec un mélange de soulagement et de chagrin. La justice a été rendue, mais la douleur de la perte reste insoutenable. Isabelle Lefort, la veuve de Jacques, prononce un discours poignant à la sortie du tribunal, remerciant les enquêteurs et les autorités pour leur travail acharné, tout en exprimant sa profonde tristesse que son mari ait rencontré une fin aussi atroce. Du côté de la famille Moreau, les parents d'Hélène témoignent de leur douleur indescriptible, affirmant qu'aucune sentence ne pourra jamais leur rendre leur fille. Même après la condamnation de Thierry Théron, l'affaire continue de hanter la région. La petite ville de Saint-Jean-de-Maurienne, autrefois paisible, est devenue tristement célèbre à cause de cette tragédie. Les habitants, choqués par la découverte que l'un des leurs était capable d'une telle monstruosité, vivent encore dans la peur et l'incompréhension. Comment un homme qu'ils côtoyaient dans leur quotidien a-t-il pu cacher une telle horreur derrière ses portes fermées? Plusieurs années après, des émissions télévisées et des documentaires reviennent sur l'affaire, scrutant chaque détail pour essayer de comprendre ce qui a pu pousser Thierry Théron à commettre ces actes de cannibalisme. Certains psychiatres suggèrent que son isolement, combiné à une détérioration progressive de sa santé mentale, aurait fait émerger ses tendances meurtrières. D'autres estiment qu'il n'avait simplement jamais été détecté, qu'il était un psychopathe en sommeil depuis des années et que ses meurtres étaient inévitables. En 2019, un livre est publié, relatant les événements de l'affaire en s'appuyant sur des interviews des enquêteurs, des proches des victimes, et même de Théron lui-même, qui a accepté de parler depuis sa cellule. Ce témoignage, intitulé « Dans l'ombre du cannibale », offre un aperçu terrifiant de l'esprit malade d'un homme qui a commis l'impensable. Les répercussions de l'affaire Théron dépassent le cadre judiciaire. La France entière est secouée par ces crimes, et des réformes sont discutées au niveau législatif concernant le suivi des anciens détenus souffrant de troubles psychiatriques graves.
La question de la responsabilité des autorités, de la société et des services de santé est longuement débattue. Comment un homme aussi perturbé a-t-il pu échapper au radar des services sociaux pendant si longtemps? Pourquoi les alertes lancées par certains voisins ou connaissances n'ont-elles pas suffi à prévenir de tels actes? Dans la région de la Savoie, les familles de Jacques Lefort et d'Hélène Moreau continuent de faire leur deuil tout en portant la mémoire de leurs proches comme une lutte pour la justice. Ils créent des fondations en leur nom, sensibilisant au danger des troubles psychiatriques non traités et du manque de prise en charge des individus isolés. Pour eux, ce combat est un moyen de donner un sens à leur perte et d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise ailleurs. Théron, quant à lui, croupit en prison, coupé du monde qu'il a tant méprisé. Il ne montre toujours aucun signe de remords. Selon les surveillants pénitentiaires, il reste une énigme, un homme dangereux qui ne semble pas comprendre la gravité de ses actes. Son nom est désormais gravé dans l'histoire criminelle de la France, mais aussi dans les cauchemars des habitants de Saint-Jean-de-Maurienne, où l'ombre de ses crimes plane encore. Ainsi se termine l'histoire terrifiante de Thierry Théron, tristement surnommé le cannibale des Alpes. Un homme aux apparences banales, dont les pulsions inavouables ont bouleversé la vie de 2 familles et d'une petite ville entière. Ces crimes rappellent que derrière les façades les plus ordinaires peuvent parfois se cacher les pires atrocités. Ce récit tragique illustre les limites de la compréhension humaine face aux ténèbres de l'esprit et soulève des questions profondes sur la nature du mal et sur la capacité de certaines personnes à commettre l'impensable. L'affaire a laissé une empreinte indélébile dans les mémoires, non seulement à Saint-Jean-de-Maurienne, mais dans toute la France. Au-delà de l'horreur, cette affaire met également en lumière les failles de notre société, que ce soit dans la détection et la prise en charge des individus souffrant de troubles mentaux graves, ou dans la responsabilité collective à protéger les plus vulnérables. Thierry Théron n'était pas seulement un homme isolé, il était aussi un monstre dissimulé au cœur d'une communauté. Et cette communauté, à sa manière, a également été une victime de ces crimes. Elle continue à vivre dans l'ombre des événements, hantée par ce qui s'est passé et par la question lancinante. Aurait-on pu éviter cela? Pourtant, dans ce sombre tableau, un éclair de justice a brillé. Le procès de Théron a permis de mettre un terme à son règne de terreur et de l'empêcher de nuire à d'autres. Mais si le tribunal a tranché, la justice rendue n'efface pas le traumatisme. La réclusion à perpétuité est une réponse légale, mais elle ne ramènera pas ceux qui ont disparu, ni n'apaisera totalement la douleur des familles qui porteront à jamais cette cicatrice. Cette affaire, comme tant d'autres dans l'histoire criminelle, est un rappel glaçant que la sécurité, la paix et la normalité peuvent être bouleversées en un instant par les actes d'une seule personne. Les plus grands monstres ne sont pas toujours ceux que l'on imagine. Parfois, ils se cachent sous le masque de la normalité, prêts à frapper lorsque personne ne s'y attend. Merci d'avoir suivi cet épisode de Sombre Chronique. Si cette histoire vous a interpellé, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains récits. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager cet épisode autour de vous. Nous revenons la semaine prochaine avec une nouvelle enquête, une nouvelle histoire sombre qui, je l'espère, saura vous captiver tout autant. En attendant, restez prudents et gardez l'œil ouvert, car l'ombre du mystère rôde toujours quelque part, prête à ressurgir. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les ténèbres.